C'est un présage funeste. Alors ces quelques mots, c'est Anna Karénine qui les prononce. D'accord. Elle vient tout juste d'arriver en gare de Moscou. C'est sa toute première rencontre avec le comte Vronsky. Le moment clé. Le moment qui va absolument tout changer, sceller son destin. Et cet instant de passion qui naît, est tout de suite marqué par la mort. C'est ça. Le garde-malade. Exactement. Un garde-malade vient d'être écrasé par le train, juste sous leurs yeux. C'est une scène d'une puissance symbolique terrible. Ça annonce toute la tragédie à venir. Et c'est là qu'on comprend en fait que le livre Anna Karénine de Tolstoï, ce n'est pas juste un roman sur un adultère tragique. Non, pas du tout. C'est bien plus vaste. C'est une exploration immense de la société russe du 19e siècle, une vraie quête sur le bonheur, sur le sens de la vie. Et Tolstoï a imaginé ces deux chemins qui s'entrecroisent. Oui, celui de la passion dévorante, donc incarné par Anna, Et de l'autre côté, celui de la recherche de vérité, de sens, avec un autre personnage, Lévin. deux destins, voilà, deux visions du monde qui vont s'opposer et en même temps s'éclairer l'une l'autre. Et aujourd'hui, on va vraiment faire une plongée dans la première partie du roman. Là où tout se met en place. Exactement. On va voir comment un seul bal peut sceller le destin de 3 personnes et comment Tolstoï, dès les toutes premières pages, pose des questions qui, au fond, nous hantent encore. Alors, l'histoire commence à Moscou, en plein cœur d'une crise familiale, et ça démarre avec une des phrases les plus connues de toute la littérature. Ah oui, tous les bonheurs se ressemblent, mais chaque infortune a sa physionomie particulière. Et là, pour le coup, l'infortune a vraiment frappé la maison du prince Stepan Arkadievitch Oplansky, qu'on appelle Stiva. C'est le chaos absolu. Sa femme, Dolly, elle vient de découvrir qu'il la trompe. Avec l'institutrice française des enfants. Avec l'institutrice, oui. Et Tolstoï nous plonge dans une maison qui est en train d'imploser. Le livre décrit une scène, c'est un désordre total. Dolly est enfermée, Stiva n'est pas rentré, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Même les domestiques sont perdus. Les domestiques menacent de partir, oui. Le foyer, qui est censé être le pilier de la société, est en train de se désintégrer sous nos yeux. Et au milieu de ce chaos, on découvre ce personnage, Stiva. Il me fascine et en même temps, il me déconcerte. Tout le monde l'aime, il est charmant, sociable. C'est un bon vivant. Voilà. Mais il semble incapable de ressentir la moindre culpabilité. Il regrette juste de s'être fait prendre. C'est plus compliqué que ça ou... C'est toute la subtilité de Tolstoï. Stiva n'est pas un monstre, non. Il est peut-être pire, il est moralement inconséquent. C'est-à-dire ? Il n'est pas méchant, il est juste incapable de voir les conséquences de ses actes sur les autres. Le livre nous le montre juste après une dispute terrible avec sa femme. Il est là, en train de sourire béatement. Et la raison est terrible. La raison est glaçante, de banalité. Il a une excellente digestion. Ça en dit tellement sur le personnage. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que Tolstoï ne le juge pas, il nous plonge dans sa psychologie. Le détail le plus révélateur, c'est ce que le livre appelle son sourire niais. Ah oui. Quand Dolly le confronte avec la preuve, son visage prend cet air souriant. C'est une habitude, une sorte de réflexe social. Et c'est ça, ce sourire, qu'il ne peut pas se pardonner. Bien plus que l'infidélité elle-même. C'est le faux pas social qui le dérange. C'est ça. C'est le symptôme d'une classe sociale qui a perdu sa substance, où l'apparence est tout. Le péché, ce n'est pas la faute, c'est la maladresse de s'être fait découvrir. Et de son côté, Dolly est anéantie. Elle veut le quitter, mais elle se sent complètement piégée. Il faut imaginer ce que ça voulait dire pour une femme de son rang à l'époque. Un divorce, c'était un suicide social. Elle perdait tout. Sa position, sa réputation, la garde de ses enfants, sa sécurité financière. Elle est dans une impasse totale. Sa douleur est vraiment palpable quand elle lui crie « Allez-vous-en, et ne me parlez pas de vos vilainies ». Elle se sent humiliée, trahie. En tant qu'épouse et en tant que mère. Exactement. Et elle est face à un choix impossible. Détruire sa famille en partant ou se détruire elle-même en restant. Que feriez-vous dans une telle situation où chaque issue semble être une défaite ? C'est une question terrible. Et c'est justement pour essayer de recoller les morceaux que la sœur de Stiva, la fameuse Anna Karénine, arrive de Saint-Pétersbourg. C'est ça. Mais elle n'est pas la seule à arriver à Moscou avec un but qui va tout changer. Non. Au même moment, un vieil ami de Stiva, Constantin Lévin, débarque de sa campagne. Et là, tout de suite, Tolstoï nous met face à 2 mondes qui n'ont rien à voir. Anna, c'est la haute société. C'est l'incarnation de la haute société. Le livre la décrit comme rayonnante, élégante, intelligente, pleine de vie.
Elle maîtrise les codes de ce monde sur le bout des doigts. Et Levin, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Un propriétaire terrien, un intellectuel passionné par l'agriculture, qui est profondément mal à l'aise dans les salons. Lui, il cherche l'authenticité, la vérité, Il représente une autre Russie. la Russie rurale, philosophique. C'est ça. Et Levin, il n'est pas venu à Moscou pour le plaisir des mondanités. Loin de là. Il a une seule raison, une obsession même. Il est éperdument amoureux de Kitty Sherbatsky, la jeune sœur de Dolly. Et pour lui, ce n'est pas juste un mariage. C'est existentiel. Le livre dit que c'est le fondement de toute sa vie future. Sauf que le chemin n'est pas libre. Il a un rival, et pas n'importe lequel. Le comte Alexis Vronsky. Le parti idéal. Le parti parfait, oui. Beau, riche, charismatique, aide de camp de l'empereur. Aux yeux de la société, et surtout de la mère de Kitty, c'est l'homme qu'il faut. Le père, lui, préférerait Levin. Plus sérieux, plus authentique. C'est l'amour sincère, profond, mais un peu maladroit de Levin. De l'autre, la promesse d'une vie excitante, glamour, avec le séduisant Vronsky. C'est un dilemme entre deux avenirs. Poussé par son ami Stiva, Levin se lance. Il fait sa demande. La scène est d'une vulnérabilité. Il est gauche, mais tellement sincère. Il lui dit juste « Serez-vous ma femme ?» Et la réponse de Kitty. Elle est rapide, presque brutale dans sa douceur. « Cela ne peut être. Pardonnez-moi. » Pour Levin, c'est un effondrement. Tout son projet de vie s'écroule en une phrase. Et c'est là que tout s'accélère. Le soir même, on retrouve tout ce petit monde à un grand bal. Et c'est le vrai point de bascule. Ah oui. Kitty est radieuse. Elle a dit non à Levin, donc elle est libre, et elle est persuadée que Vronsky va se déclarer ce soir. Pour elle, cette soirée, c'est la promesse du bonheur. Mais c'était sans compter l'arrivée d'Anna Karénine. Elle apparaît dans une robe de velours noir, très simple, mais qui met en valeur sa beauté, sa force. Le livre dit qu'il y a en elle une force de vie irrésistible. Oui. Et Kitty elle-même, sa future rivale, est fascinée. Elle perçoit en Anna ce qu'elle appelle un charme terrible et cruel. Elle sent le danger instinctivement. Ce qui est incroyable, c'est la façon dont Tolstoï nous fait vivre ce moment. On n'est pas juste spectateur, on est dans la tête de Kitty. Exactement. Il utilise magistralement ce qu'on appelle le discours indirect libre. On voit la scène à travers ses yeux, on ressent son espoir, puis le doute, l'angoisse. Et à la fin, la certitude que tout est perdu. C'est ça. Dès qu'Anne entre, Vronsky n'a plus Dieu que pour elle. Leur attraction est Immédiate. Électrique. Tolstoï décrit un langage muet des regards et des intonations qui scellent leur destin devant tout le monde. C'est d'une modernité stupéfiante ? Et la soirée vire au cauchemar pour Kitty. Elle assiste impuissante à son humiliation publique. L'homme, pour qui elle a tout misé quelques heures avant, en aime une autre, et ne s'en cache même pas. Le point culminant, la gifle finale, c'est le cotillon. Une danse où les cavaliers choisissent leur partenaire. Et Vronsky choisit Anna. Évidemment, il danse avec Anna, ignorant complètement une Kitty dévastée. Je me souviens de ma première lecture. La tension de cette scène est presque physique. On a envie de crier. C'est d'une cruauté psychologique incroyable. Comment on se sentirait à sa place ? Être exposé au regard de toute la société, voir tous ses espoirs anéantis en une seule soirée, c'est vertigineux. Après ce bal, les destins se séparent brutalement. Chacun repart avec ses blessures. Pour Kitty, c'est un effondrement total. Son monde s'écroule. Elle tombe malade de chagrin. Et Levin, lui, après le refus, il cherche du réconfort auprès de son frère aîné, Nicolas. Et là, c'est un autre choc. Un choc bien plus violent. Il passe en fait de la misère dorée d'un salon moscovite à la misère la plus crue. Il retrouve son frère rongé par la tuberculose, l'alcool, vivant dans un taudis, avec une ancienne prostituée. Cette confrontation avec la maladie, la mort, ça le ramène très loin de ses peines de cœur. Ça remet tout en perspective. Il est blessé dans son orgueil, son amour, oui, mais son frère, lui, est en train de mourir. Cette rencontre le force à s'interroger sur des questions beaucoup plus fondamentales. Le sens de la vie, de la souffrance. C'est fou cette simultanéité. Pendant que ce drame mondain se joue, la vraie vie dure continue juste à côté. Et pendant ce temps, Anna, la cause de tout ce malheur, accomplit sa mission. Oui, et c'est là toute l'ironie tragique que Tolstoï met en place. Avec une empathie sincère, une intelligence émotionnelle incroyable, elle arrive à toucher Dolly. Elle trouve les mots justes. Les mots justes. Pas pour excuser Stiva, mais pour convaincre Dolly de pardonner au nom de la famille, des enfants. Et elle réussit. Elle sauve un mariage.
Elle répare une famille au moment même où elle s'apprête à détruire la sienne. C'est exactement ça. Elle pose la première bombe qui fera exploser sa propre vie. Et c'est comme ça que ce premier acte s'achève, une paix très fragile est restaurée chez les Oblonsky, Kitty est au fond du gouffre, et Levin est retourné à sa campagne, blessé, mais peut-être plus proche de ses propres vérités. Mais l'événement le plus lourd de conséquences, c'est bien sûr cette étincelle entre Anna et Vronsky. Une passion qui est née sous le signe de ce présage funeste, l'homme écrasé par le train. Cette première partie a donc posé toutes les questions. Toutes les questions fondamentales que Tolstoï va explorer. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Faut-il suivre les règles de la société ou la passion de son cœur? Où se trouve le bonheur? Dans l'amour, la famille, le travail, la foi? Et pour finir, une dernière pensée. Tolstoï nous met face à ces deux femmes, Dolly et Anna. L'une subit la trahison et choisit de pardonner pour préserver sa famille. Et l'autre, qui se sent vide dans son mariage, s'apprête à tout sacrifier pour une passion. Et la question reste entière et terriblement moderne. Laquelle des deux, au final, fait le choix le plus courageux ou le plus insensé? Entre le devoir et le désir, est-ce que nos dilemmes sont si différents aujourd'hui?